Et bonjour à tous et à tous, bienvenue sur Divulgation et Vérité. Donc aujourd'hui, nous avons notre invité hebdomadaire Gérard. Salut Gérard. Salut Nicolas, tu vas bien mon frère? Ça va très bien, merci. On refait du coup une émission sur les énergies libres, dû bien sûr à un problème technique qui s'est passé hier, dont c'est pour ça qu'on a supprimé la vidéo et qu'on refait celle-là. Donc aujourd'hui le thème est sur les énergies libres. Donc on va justement vous dire la définition de qu'est-ce qu'une énergie libre. Donc c'est simple, en fait, une énergie libre, c'est une énergie qui est exploitée de la nature par l'homme pour en faire de l'électricité. Et bien sûr, le plus connu étant l'éolienne. Donc voilà. Donc maintenant, on va vous expliquer les différents types d'alternatives des énergies libres et leur rôle dans la vie quotidienne. Alors on va tout d'abord commencer par l'éolienne. Gérard, à toi l'honneur. Bon, l'éolienne, bonjour tout le monde. L'éolienne vient du dieu grec qui s'appelait Éole, d'où le nom éolienne. Alors vous avez deux types d'éoliennes, celle que tout le monde connaît, qui ressemble à des hélices d'avion qui sont très hautes, très grandes, qui créent des perturbations en coupant les ondes électromagnétiques des émissions radio-télévision, qui créent des bourdonnements de très basse fréquence qu'on appelle des infrasons, et qui aussi tuent des animaux qui passent dans le champ de leur pale quand elles tournent à haute vitesse. Vous avez également un autre type d'éoliennes qui sont plutôt individuelles, qui se présentent comme forme comme des doubles hélices d'ADN, qui peuvent se mettre sur les toits ou dans votre jardin, soit verticalement ou horizontal sur les toits, ou de façon horizontale, qui vous permettent de générer également de l'énergie électrique via des batteries qui se chargent en passant par un régulateur pour pas avoir de surtension, et via après un onduleur, ça s'appelle, qui vous transforme l'énergie des batteries qui peuvent être de 12 ou 24 volts en 230 volts en ce qui concerne la France, et en alternative 50 ou 60 Hz. Ça s'appelle un onduleur qui vous permet de distribuer l'électricité comme si vous aviez affaire au circuit courant en ce qui concerne la France, EDF par exemple. Voilà, en ce qui concerne les éoliennes. Grand merci Gérard. Donc maintenant on va passer aux panneaux solaires. Donc les panneaux solaires sont bien sûr issus de Hélios, qui est en fait le vrai nom de notre soleil. Comment marchent les panneaux solaires? C'est très simple. Les panneaux solaires sont des panneaux photovoltaïques, donc ils sont bien sûr ils sont fabriqués à base de fer, et qui justement absorbent l'énergie du soleil, donc les rayons UV et tous ces trucs-là, pour avoir de l'énergie et la transformer. Donc, comment sont les panneaux photovoltaïques ou énergie solaire? C'est très simple. Ce sont comme une table avec des petits points dedans et la surface est bleue. Et vous pouvez mettre ça dans votre jardin, sur la maison, donc n'importe quelle inclinaison. Vous pouvez aussi le mettre sur un toit. Alors quand j'ai un toit, c'est pas forcément que la maison, ça peut être aussi la voiture, le camping-car, le mobil-home, etc., etc., et plein d'autres encore. Vous avez d'énormes possibilités de le mettre, un peu comme l'éolienne. Voilà. Donc c'est l'énergie du soleil. Oui, Gérard? Alors une autre précision, tant que j'y pense, j'allais oublier d'en parler. Vous avez également la technique qui consiste à chauffer de l'eau avec des réflecteurs solaires, donc qui concentrent l'énergie des photons émis par l'étoile, donc le soleil dans le système, qui concentre sur un tube dans lequel circule de l'eau chaude. L'eau devient bouillante et permet d'entraîner des turbines, donc avec la vapeur d'eau sous pression, et de faire tourner donc des machines qui vont fabriquer à leur tour de l'électricité via des alternateurs. Donc il y a aussi, quand on parle
de système donc photovoltaïque. Là, c'est fait à base de silicium. Le verre est du silicium, amorphe d'ailleurs, et donc permettre par des semi-conducteurs de capter, comme l'a dit Nicolas, l'énergie solaire, donc les photons, et de les redistribuer, les stocker après dans des batteries. Et donc, mais vous avez la deuxième version qui se sert également du soleil, qui consiste à chauffer grâce à des réflecteurs qui sont en forme de demi-cylindre, de chauffer un tube qui passe au centre sur des grandes longueurs de semi-cylindre. Donc, ça crée de la vapeur d'eau qui alimente des turbines via des alternateurs qui fabriquent de l'électricité. Le problème à l'heure actuelle qui existe, c'est le problème du stockage de cette énergie. Et on en parlera peut-être en fin d'émission, qu'il existe des supraconducteurs à température ambiante à l'heure actuelle qui permettent, c'est caché au public malheureusement pour l'instant, de stocker indéfiniment l'énergie, ainsi récupérée. On en parlera après. Donc vous avez deux types. Les panneaux solaires sont maintenant, ils en fabriquent qui sont souples, carrément qui sont souples. Donc avant c'était rigide, le prix d'achat revient est de moins en moins cher à l'heure actuelle, puisque c'est une technologie qui se développe de plus en plus. Donc voilà pour le solaire. Voilà. Donc maintenant, on va passer à l'autre énergie qui est aussi tout indispensable et en plus, elle est accessible grâce à la Terre. J'ai bien sûr parlé de la géothermie. Donc explique-nous, Gérard, qu'est-ce que la géothermie et en quoi cela peut consister à faire de l'électricité? Alors, c'est un peu le même principe que le réchauffage de l'eau circulant dans des tubes lorsqu'on se sert du soleil pour réchauffer cette eau, donc la rendre sous forme de vapeur. La géothermie permet de récupérer la chaleur qui se trouve quand on descend profondément dans la Terre, puisqu'on se rapproche des couches magmatiques, on va dire. Donc, c'est de plus en plus chaud quand on descend profondément dans la Terre. Et donc, de récupérer cette chaleur par un système de circulation d'eau, toujours pareil, de la ressortir. Et des fois, vous avez les phénomènes bien connus qui s'appellent les geysers, où l'eau sort à 80, voire 90 degrés quand même, hein, des entrailles de la Terre directement, vous en trouvez un petit peu partout. Et donc, c'est le même procédé qui permet d'avoir un apport déjà de l'eau extrêmement chaude, qu'on peut réchauffer très facilement plus pour faire tourner, même procédé, des turbines qui font tourner les alternateurs et via les unités de stockage. À l'heure actuelle, ce sont des batteries, donc beaucoup employées en plomb, mais il y a en lithium, etc., enfin différentes sources de stockage. Et vont venir les stockages sous forme des semi-conducteurs, bien sûr. Mais ça, c'est caché au public, bien entendu, pour l'instant. Mais ça existe déjà. Et donc, c'est ça, là. En gros, la géothermie, donc, c'est récupérer l'énergie qu'il y a à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur, c'est pas l'intérieur, mais en profondeur de la Terre. Voilà, c'est ça, la géothermie. Mais le principe reste le même que le chauffage par les rayons solaires. D'ailleurs, je tiens à ajouter, pour tous ceux qui veulent un exemple, si vous allez dans la région Auvergnat, qui est aujourd'hui bien sûr région Rhône-Alpes, et que vous allez du côté de Volvic, alors pas pour acheter de la boisson, hein, d'accord, on est d'accord, mais pour voir le village, parce qu'il y a un village qui s'appelle Volvic, c'est pour ça que d'ailleurs la bouteille d'eau a été dédiée pour ça. Si vous allez à Volvic ou dans les alentours, vous verrez qu'en fait l'eau est déjà chaude, que ce soit dans les puits ou dans les cours d'eau qui circulent dans le village. Donc grâce à l'eau, pour l'instant ils utilisent l'eau chaude qu'ils ont juste pour faire cuire des pâtes, cuire autre chose. Ils n'ont pas encore eu l'idée d'exploiter cette eau chaude pour en faire, comme on l'a dit, de la géothermie, ce qui pourrait être très bénéfique pour le village. Voilà, c'était juste un petit exemple. Tout à fait. Bon, il y en a un petit peu partout. Hein. Le plus connu sont les geysers, hein, qu'on voit un petit peu partout sur la planète. Où est-ce qu'il y a des volcans, etc., principalement, bien sûr. Et donc, voilà. Alors, on peut peut-être parler de l'hydraulique. Oui. Alors, on va parler de l'hydroélectricité, qui est en fait le mécanisme de l'électricité par l'eau, c'est-à-dire via les barrages. Je t'explique.
Oui, mais il n'y a pas que les barrages, parce qu'il y a plein de choses. On va en parler les unes après les autres. Il y a les barrages hydroélectriques qui sont des retenues d'eau qui permettent, par dépression, différence de gravité, de faire tourner pareil des turbines, d'accord, avec de l'eau qui est relativement froide. Vous avez également les mouvements des vagues dans la mer, c'est de l'énergie. Et ces vagues sont créées d'ailleurs par Éole, le vent d'ailleurs. Donc il y a une coïncidence. Il y a des techniques qui permettent par l'ondulation des vagues de récupérer de l'électricité avec des procédés relativement simples. Vous avez également le phénomène des marées océaniques qui permettent de stocker, d'ouvrir des vannes lorsque la marée est montante, de la faire rentrer dans des bassins jusqu'à saturation, de fermer les vannes et quand la marée est redescendue, de rouvrir une partie des vannes ou des tuyauteries qui font également tourner des turbines qui transforment via les alternateurs en électricité. Donc vous avez, ça se fait également sur les ruisseaux. Mais vous avez également encore une autre facette qui s'appelle la MHD, hydromagnétique, donc qui permet la circulation, que ce soit de l'eau de mer ou de liquide. Vous savez que l'eau est une conductrice de l'électricité, sauf l'eau totalement pure à 100%. Or, elle est rarement pure sur la planète, bien sûr. De la faire circuler dans un bobinage de cuivre et par ce flux d'eau qui circule dans ce bobinage, de récupérer de l'énergie électrique directement. C'est magnéto-hydrodynamique MHD. Notre ami Jean-Pierre Petit a travaillé beaucoup là-dessus d'ailleurs, et à l'heure actuelle, ce système est employé soit pour la propulsion je vais dire, de bateaux, entre guillemets, ou de sous-marins, et même si vous l'avez remarqué, les engins qui appartiennent à certains qui vous gouvernent sur la Terre, les styles TR-3D, etc., vous savez, ces vaisseaux que vous pensez extraterrestres qui sont triangulaires et qui en fait sont parfaitement terriens et se servent de cette technologie pour se déplacer dans l'espace, c'est-à-dire dans l'atmosphère planétaire. Ça ne fonctionne pas dans le vide, bien entendu. Donc voilà les différentes facettes. Donc alors tout le monde connaît les barrages électriques, principalement en ce qui concerne la France, tout le monde sait EDF se sert de barrages pour récupérer l'énergie cinétique de l'eau qui est stockée, d'accord, de faire dans les bassins de rétention, derrière les barrages, etc. Et également quand il y a des grandes crues, etc., des grandes pluies, de stocker l'eau pour éviter que ça endommage les villages ou les villes qui sont en contrebas, donc en aval des 10 barrages, donc ça sert à ça. Bon, des fois, quand ils sont saturés, il y a ce qu'on appelle des lâchers d'eau, bien sûr. Les populations sont averties, bien sûr, de ne pas les traîner au bord des ruisseaux ou des rivières, bien sûr, parce que l'eau monte très rapidement. Donc, ça, c'est les faits. En ce qui concerne les marais, donc, ce sont des bassins de stockage qui laissent rentrer l'eau de la marée haute. Vous en avez, ça s'appelle des usines marémotrices, vous en avez sur la Rance, notamment, qui se servent également de l'écoulement l'eau rentre dans le fleuve, si vous voulez, est stockée dans le fleuve, donc on ferme la vanne, et puis on attend que la marée soit baissée, puis on rouvre certaines tuyauteries, canalisations qui font tourner les turbines. En ce qui concerne le phénomène des vagues dans les océans ou les mers, eh bien, ce sont des flotteurs où il y a des systèmes d'oscillation avec des petits aimants qui se baladent dans des bobinages, en général en cuivre. Et donc, le fait de déplacer un aimant dans un bobinage de cuivre génère de l'électricité. D'accord ? C'est le principe de beaucoup de choses, des microphones, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Si vous prenez un aimant, vous avez un bobinage ou même un fil de cuivre, et vous allez voir, vous mettez un voltmètre, vous baladez votre aimant, et vous allez voir de l'électricité. Donc, c'est un phénomène électromagnétique très connu depuis très longtemps. Donc ça fonctionne avec les oscillations des vagues. D'accord ? Vous avez également un autre phénomène que j'ai oublié d'évoquer, qui s'appelle les roues à eau. Vous savez que dans le temps, il y avait beaucoup de moulins à eau.
Avant, il y a les moulins à vent aussi qui fonctionnent sur le principe des éoliennes, mais les moulins à eau, il y avait beaucoup de forges, par exemple pour les scieries de marbre, etc., fonctionnaient beaucoup avec l'énergie de la rivière qui était à côté. Un petit barrage était construit sur la rivière. Un écoulement a été fait à une partie du barrage et faisait tourner une grosse roue en bois, en général c'était en bois, qui tournait et entraînait directement des machines. Après, ça a été modernisé avec l'apparition des alternateurs et des plus petits trous, même avec des pales métalliques, sur même un petit ruisseau, font tourner ces trous avec un système d'engrenage qui démultiplie la vitesse, font tourner à très haute vitesse un alternateur qui vous génère de l'électricité. Je l'ai employé quand j'étais dans le Nord, d'ailleurs, à l'endroit où j'étais, il y avait une rivière qui s'appelle la Ture, et donc j'ai construit ce genre de matériel, et ça me donnait pas mal d'électricité d'ailleurs, hein. En plus d'éoliennes de toit, bien sûr, et de panneaux solaires, bien entendu. Hein, donc, ce qui me permettait d'être parfaitement autonome au niveau électricité, d'être déconnecté du secteur. Ce qui ne me plaisait pas à EDF d'ailleurs, je vous le dis en passant. Donc voilà pour ça, pour ce qui est hydraulique, hein, tout ce qui est hydraulique. Voilà. Donc c'est vrai que ça ne plaît jamais à EDF ou toute compagnie qui veulent faire payer aux particuliers, bien sûr, l'électricité. Et ça, pour nous, ça va de soi. Maintenant, nous allons parler d'une électricité et d'une forme d'énergie libre qui, pour l'instant, n'est pas connue, mais qui va arriver et qui a été, bien sûr, mis sur le grand marché public, si on puisse dire, par Jean-Pierre Petit. J'ai bien sûr voulu parler de la MHD. À toi, Gérard. Alors, on a parlé brièvement. Alors, la MHD, c'est l'hydromagnétodynamique, c'est-à-dire tout fluide, pas seulement l'eau, mais même les gaz, en général, sont conducteurs. N'est-ce pas? Il faut savoir, l'eau, c'est pas un isolant. Un gaz n'est pas un isolant, il est conducteur de l'électricité par les charges des électrons de ces matériaux liquides ou gazeux. Hein, d'accord. Mais il y a d'autres, mais on ne va pas rentrer dans trop de détails, c'est déjà compliqué après, quand même. Et donc, le principe est le suivant, c'est de faire circuler un fluide, donc liquide ou gazeux, dans un bobinage fait en cuivre en général, électromagnétique, et le fait de la circulation de ce bobinage, dans ce bobinage, va générer directement de l'électricité. Inversement, ce système MHD permet d'annuler, par exemple sur un bateau, vous savez, lorsqu'il déplace en mer ou même sur une rivière, vous avez ce qu'on appelle une vague d'étrave et des turbulences à la poupe, c'est-à-dire à l'arrière du navire en question. Et ça freine, ça consomme énormément d'énergie. Et donc, à partir du moment où vous mettez des bobinages en fonction que sont alimentés en électricité autour de ces navires, vous allez annuler totalement la vague d'étrave et les turbulences à l'arrière. Si bien que votre vaisseau, et c'est encore plus frappant pour les sous-marins bien sûr, il n'y a plus de résistance du liquide. Et donc il va beaucoup plus vite que la normale. Ça se fait également dans les gaz, donc une atmosphère planétaire en ce qui concerne Gaïa, donc cette planète. Vous savez, les gens, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre guillemets la cabale et consorts, qui ont récupéré, ça a été inventé par aussi Nikola Tesla, aussi qui avait beaucoup travaillé là-dessus, entre autres. Et à l'époque, ça a été récupéré, ça leur permet de faire naviguer, comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs vaisseaux triangulaires, style TR et compagnie, toute la série, mais uniquement en atmosphère. Donc, ça leur permet le moyen de propulsion dans toutes les atmosphères, c'est-à-dire les gaz, hein, d'une planète. Ce système ne fonctionne pas hors atmosphère parce qu'il n'y a plus ni de gaz, ni de liquide, ni rien du tout, donc ça ne fonctionne pas. Ça ne peut fonctionner qu'en atmosphère, mais c'est très pratique comme moyen de propulsion. Le système antigravitationnel pour ces engins est autre chose, c'est simplement l'émission
d'un champ magnétique, électromagnétique unipolaire. C'est assez compliqué à réaliser parce que tout ce qui est magnétique en général a deux pôles, un plus et un moins, un nord et un sud comme on veut, mais on arrive avec certaines astuces à fabriquer un seul pôle, et donc eh ben là, ça, en réaction avec les polarités du champ magnétique terrestre, ça crée entre guillemets une pseudo-antigravité, simplement par répulsion électromagnétique, d'accord? Ce qui n'est pas le cas des vraies technologies qui sont employées par nos amis dans l'espace, bien sûr. Ok. Et donc, voilà en gros la MHD. Vous pouvez aller voir sur le site, il explique. Bon, il a écrit beaucoup de bouquins, notre ami Jean-Pierre, mais vous tapez sur Facebook JPP et allez voir ses articles. Hein, vous verrez les livres qu'il a publiés. Donc, d'ailleurs, il est prévu qu'on fasse une émission avec lui. Il faut que j'ai un entretien avec lui quand j'aurai un petit moment, d'ailleurs. On l'invitera à une émission pour parler de différentes choses qui vont vous intéresser énormément. Donc, voilà pour la MHD. Je te laisse continuer un petit peu, Nico. Oui, donc vous l'avez compris, très bientôt, je pense que ce sera pour le mois de novembre, vous aurez une interview exclusive avec Jean-Pierre Petit, qui va être monté, préenregistré et qui va être mis en ligne sur Force.1 bien sûr, comme la vidéo qui est là. Donc, on a fait les éoliennes, le solaire, la MHD, l'hydroélectricité et la géothermie. Maintenant, on va passer à une électricité qui est vraiment issue, comme l'éolienne, du vent, mais cette fois-ci est transformée de façon à ce que ça fasse le cycle d'un aspirateur. Alors, on appelle ça aussi, alors c'est pas une énergie, mais en fait c'est le moteur qui a le nom spécifique. On appelle ça un moteur à, je me rappelle plus, c'est on prend le vent, on le comprime et ensuite à air comprimé, voilà. C'est un moteur à air comprimé. Donc vous faites la même chose avec un moteur normal ou un générateur, ça vous fait de l'énergie libre. Le procédé est simple. C'est la même chose qu'un aspirateur, ça aspire. Donc comme vous avancez, comme vous êtes sur place et qu'il y a du vent ou n'importe quelle condition, tant qu'il y a du vent, ça aspire le vent, donc le vide en fait, les atomes, et ensuite ça le prend en tourbillon comme un turbo et ça le comprime comme un fichier ZAP qui du coup va comprimer l'air à une telle force que quand ça va ressortir, ça va faire de l'électricité. C'est un peu la même chose que l'éolienne, sauf que c'est un autre procédé et ça comprime le vent. Voilà, c'est tout simple. Oui, tout à fait, sur le procédé de l'effet qui s'appelle Venturi, hein, qui permet d'accélérer l'éjection d'un fluide gazeux, même liquide d'ailleurs, en réduisant le diamètre de la tuyère d'éjection. Ça s'appelle l'effet Venturi. Effectivement, bon, ça fonctionne très très bien, mais il faut savoir, vous dépensez de l'énergie pour comprimer l'air qui devient liquide. C'est le même procédé dans les bouteilles de plongée où l'air avec des gros compresseurs est comprimé dans les bouteilles de plongée. Hein, c'est pas sauf dans certains cas particuliers, c'est pas de l'oxygène comme on vous fait croire, c'est de l'air comprimé. De l'air, il y a de l'oxygène, mais beaucoup d'azote dedans. Parce que l'oxygène pur, là, vous n'allez pas le supporter. Hein. C'est très oxydant. Là, vous pourriez en mourir, l'oxygène pur. Donc, il y a beaucoup d'azote. En fait, c'est de l'air comprimé, pas de l'oxygène. On dit couramment, quand des bouteilles d'oxygène pour les plongeurs, non, ce sont des bouteilles d'air comprimé. Hein. Donc, s'il n'y avait pas d'azote, donc de diazote, CN2, la formule chimique, vous seriez grillé, là. Donc, c'est pas... D'ailleurs, il y a des races de certains ET et qui sont venus il y a très longtemps, notamment en Égypte, etc., qui ne supportaient pas de respirer l'air de la Terre, hein, donc parce qu'il y avait trop d'oxygène à leur bouche, hein, donc c'était pas possible. Ils avaient un appareil spécial lorsqu'ils étaient sortis dehors, en extérieur, qui leur permettait d'avoir une atmosphère respirable pour eux, et dans leur bâtiment ou leur vaisseau, ils avaient l'air conditionné, on va dire, d'accord. Et donc voilà pour ce sujet. Hein, donc ça fonctionne également, mais vous dépensez de l'énergie pour comprimer. Donc le rendement est quand même relativement faible. Hein, il faut le savoir. Vous avez, par contre, on va en parler, vous avez l'eau, H2O.
Hein, donc H2O, c'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, mais dans la réalité, naturellement, l'oxygène est toujours en double, ça s'appelle le dioxygène, donc c'est O2 en chimie, et même chose pour l'hydrogène, c'est H2, hein, donc deux atomes qui sont associés, et donc pour former une molécule d'eau, il vous faut 4 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'oxygène. Donc ça s'écrit normalement, je vous ralassais avec les scientifiques d'ailleurs. Non, je dis dans les équations, écrivez 2H2O, c'est plus facile et ça fonctionne mieux que d'écrire H2O directement. D'accord? Et pour les équations de chimie. Et donc alors ça, par exemple, vous pouvez, bon bien sûr, les gouvernements vous en empêchent, vous pouvez ajouter, excusez-moi, de l'eau dans votre gasoil, soit de vos tracteurs agricoles, soit de vos voitures diesel. Avec un certain pourcentage, il faut que l'eau soit pré-réchauffée quand même. Et donc dans l'eau, vous avez à la fois l'hydrogène qui est le carburant et l'oxygène qui est le comburant. Vous savez que sans oxygène, un feu ne peut pas brûler. D'ailleurs, les poudres d'extincteurs sont faites pour couper l'oxygène et le feu s'éteint de par lui-même. Il faut de l'oxygène. De même que les explosions sont des combustions instantanées. Que ce soit dans les moteurs essence ou même diesel, c'est une combustion instantanée de la chose. Les explosifs sont des combustibles, mais dont la combustion est instantanée, c'est ce qui crée les explosions. D'accord. Donc il est très possible de fonctionner avec de l'eau. De même, vous avez les moteurs, de plus en plus ça se développe, qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc l'hydrogène qui est rendu liquide par compression, donc il y a quand même une nuisance, parce qu'il faut quand même le compresser, cet hydrogène, donc sous forme de bouteilles, genre les bouteilles pas plus grosses que les bouteilles de plongée d'ailleurs, et qui permettent d'alimenter en carburant soit vos bougies, donc votre système d'allumage, et l'oxygène est fourni par l'air ambiant, bien entendu, avec ça passe par les filtres de vos moteurs de véhicules, et donc ça fonctionne très bien. Bon, maintenant, il faut savoir que l'hydrogène est quand même relativement explosif et beaucoup plus inflammable que l'essence, hein, bien sûr. Donc, il y a un risque quand même, mais de plus en plus. Alors, le gros avantage avec ça, c'est que vous n'avez plus de pollution d'émissions de gaz d'échappement puisque vous rejetez de l'eau, du H2O. Parce qu'il y a une combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène qui fabrique une micro-explosion dans le carburateur. Et donc, l'hydrogène et l'oxygène recombinés refabriquent de l'eau. Voilà. Hein, donc, mais bon, ça vient, mais c'est pas encore hyper écologique pour la bonne raison qu'il faut quand même séparer l'oxygène de l'hydrogène puis le compresser, d'accord? Hein, donc, ça pollue la fabrication de ça. Donc, mais sinon, bon, ça existe, ça fonctionne très très bien. Très très bien. Je dirais même que l'hydrogène est un meilleur carburant que l'essence, hein, je vous le dis tout de suite. Donc voilà, mais alors voilà pour ça, pour l'eau. On a également une chose qu'il est important de vous parler, il y a beaucoup de recherches qui sont faites là-dessus, c'est l'énergie dite du vide. Le vide, contrairement à ce qu'on a pu vous enseigner dans le passé à l'école, il est plein d'énergie. Le vide n'existe pas. L'hydrogène est d'ailleurs l'élément le plus abondant dans les univers. Et le vide est plein de particules virtuelles qui se transforment en troisième densité dans le physique et après en virtuel, dans d'autres densités, ça fluctue sans arrêt. Et donc il y a des technologies qui existent déjà, nos amis extraterrestres s'en servent d'ailleurs couramment, pour extraire cette énergie qui est partout. Et là, il n'y a pas de pollution. L'énergie est infinie, inépuisable. Elle existe partout dans tous les univers. D'accord? Donc ça, c'est un truc, je travaille personnellement quand j'ai le temps dessus, d'ailleurs, où j'ai quelques systèmes qui sont en route. Vous avez également un autre phénomène, vous savez que vos téléphones portables, tout ce qui est Wi-Fi, etc., les antennes relais, ainsi de suite, les antennes de réémission télé, et ainsi de suite, d'ondes électromagnétiques, radio, émettent de l'énergie sous forme d'ondes. Ça, tout le monde le sait.
eh bien, il est très facile, je le fais personnellement quand j'ai le temps, de récupérer cette énergie. J'ai réussi rien que simplement avec un petit bobinage de cuivre ou un bout de tuyau de cuivre, vous voyez, pour canalisation d'eau, par exemple, hein, coupé, ça se vend dans les commerces. Et avec un voltmètre, j'ai réussi à récupérer plus de 19 volts 5 à certaines périodes de la journée. Quand il y a beaucoup d'émissions d'ondes Wi-Fi, etc., radio, et ainsi de suite, ça fluctue en fonction de la journée. Mais il est possible aussi, avec des technologies relativement simples, de récupérer cette énergie qui est gaspillée. Parce que les ondes sont diffusées en permanence, mais votre télé ou votre radio ou votre téléphone portable ne fonctionne pas en permanence. Donc cette énergie, elle existe, elle est libérée, mais elle est perdue parce qu'elle est récupérée par rien, par personne. Donc, il faut le savoir. Bon, ça, on vous le cache, bien entendu. Mais tout ça, toutes ces énergies cumulées vous permettraient effectivement d'être parfaitement autonome, mais d'arrêter de payer les factures qu'on vous impose, hein, qui vont d'ailleurs augmenter encore d'ici peu, j'en ai entendu parler aujourd'hui. Et donc voilà. Donc, il faut le savoir. Et des technologies sont simples, hein, mais qui sont connues sur la planète, qui sont employées par l'élite, ce qu'on appelle l'élite qui vous gouverne, mais qu'on cache au public, ben oui, parce que à partir du moment où ils ont accès à l'énergie libre, on peut plus leur piquer du pognon, d'accord, hein, donc ça déplaît. Donc voilà. Alors ça pour l'énergie du vide. Qu'est-ce qu'on a encore comme énergie? Eh bien, on peut dire déjà que rien qu'avec cette énergie et que toutes les énergies qu'on vous a proposées, qu'on vous a parlé, déjà rien qu'avec tout ça, vous pouvez être autonome à 100% dans tous les domaines, l'automobile, l'aviation, pour les maisons, pour vous-même, pour un camping-car, etc., etc. Rien qu'avec ça, je vous assure, peu importe la condition, même si vous êtes dans le désert, et encore le désert c'est le meilleur, même si vous êtes dans le désert, vous avez accès à toutes ces énergies qui sont naturelles et bien sûr, vous serez autonome de l'état et donc bien sûr de la cabane. Je te laisse Gérard faire la suite. Alors, on va terminer parce que bon, bah c'est bon, là on est dans les temps, on va pas s'éterniser quand même. Donc, il y a également, je crois que j'en ai parlé souvent et je suis pas le seul dans beaucoup d'émissions ou dans mes écrits. Vous savez que la pensée est de l'énergie. Le verbe, c'est-à-dire les sons, sont de l'énergie. Ainsi, il y a très longtemps, même si c'est encore connu à l'heure actuelle, les pierres, les savants se demandent ben, comment ont pu faire les anciens pour manipuler des pierres de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes. Et c'est pas avec des rondins de bois. Ça, c'est des conneries qu'on s'est racontées. Simplement, en employant la pensée et des sons d'une certaine vibration, en général basse fréquence ou haute fréquence, ça dépend des matériaux, qui sont en harmonie avec la structure du matériau à déplacer. Et l'effet est très simple, eh bien, il se met en lévitation, à quelques dizaines de centimètres du sol, et il suffit de pousser un objet, une pierre de plusieurs dizaines ou centaines de tonnes, avec le doigt, vous déplacez comme vous voulez. De même, il faut savoir qu'avec certains sons, là c'est plutôt dans les aigus, notamment délivrés par certains violons, qui sont bien accordés sur la bonne fréquence du La3 qui est 432 Hz et non pas 440 qu'on vous a imposé pour justement vous n'ayez pas accès à certains types d'énergie, les énergies soniques. Vous pouvez faire tourner des moteurs électriques sans qu'ils soient branchés sur le secteur en émettant certains sons qui sont relativement très aigus. Ça a été vérifié, éprouvé. J'en ai fait l'expérience personnelle. Mais ça vous est caché. Et donc, vous voyez, donc, les sons et les pensées sont des énergies. Il faut le savoir. Ça va vous être, quand la Gaïa va être libérée, d'ailleurs, on a un projet dont on a parlé hier et qui va être lancé de ces jours-ci. Et quand vous allez être libéré, vous allez avoir accès à tous ces types d'énergie, hein, qui sont, c'est la connaissance, il n'y a rien de magique là-dedans, c'est la connaissance de l'emploi et des manipulations des énergies.
Hein, on vous a toujours parlé, sciences occultes, magie. C'est magie occulte, pourquoi cacher au commun des mortels, mais en fait, ce n'est que de la science, tout ça. La science de manipulation d'énergie, toute énergie, autant sur la Terre, vous êtes énergie aussi, partout, dans tous les univers, dans tous les systèmes stellaires. À partir du moment où vous comprenez comment ça fonctionne, vous pouvez faire ce que vous voulez, même créer de la matière directement par la pensée. Seulement, on ne vous l'a jamais appris. Alors, vous avez un blocage mental automatique et c'est pour ça que ça vous empêche de le faire. Donc voilà, je crois qu'on a fait, tu as quelque chose à ajouter. Le tour à peu près de tous les types, on n'a rien oublié, je crois. Non, 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 on n'a vraiment rien oublié, j'ai envie de te dire, Gérard, on a fait tout et franchement, c'était bien détaillé et je pense que j'espère que ça vous a plu et j'espère que pour vous, vous aurez compris comment ça marche. Donc, sur ce, on va clore l'émission avec bien sûr un petit au revoir et un petit coucou à tous. On se dit, Gérard, à lundi prochain, comme d'habitude, bien sûr. Et donc, ce sera un direct. Ce sera bien sûr 18h, 19h, lundi prochain, deuxième jour de la semaine. Gérard, merci de nous avoir détaillé et d'être l'invité de ce Divulgation et Vérité. Je te remercie, je vous remercie tous de m'avoir écouté et puis essayez de bien comprendre ce qu'on vous explique au cours des émissions. Voilà. Ben écoute, je te remercie Gérard, je vous remercie tout le monde de nous avoir écoutés. On vous fera un plaisir de faire un bêtisier juste après cette vidéo-là, dans la suite, dans la foulée. On vous fera aussi un gros poutou, un gros bisou et surtout, merci de nous avoir écoutés. On vous dit à lundi prochain. Ciao, namasté. Namasté à tous. Et bonjour à tous et à tous. Bienvenue sur Divulgation et Vérité. Donc aujourd'hui, nous avons notre invité hebdomadaire, Gérard. Salut Gérard. Salut Nicolas, tu vas bien mon frère? Ça va très bien, merci. Donc on refait du coup une émission sur les énergies libres. Dû bien sûr à un problème technique qui s'est passé hier, c'est pour ça qu'on a supprimé la vidéo et qu'on refait celle-là. Donc aujourd'hui le thème est sur les énergies libres. On va bien sûr donner tout, la définition, les rôles que joue l'énergie libre dans la vie quotidienne, etc. etc. Donc on va vous donner la définition des énergies libres. Alors, je vois que tu souris, je coupe au montage. Donc, c'est l'invité qui déconcentre pas, tu sais. Ah là là. Bon, alors. Très bon de rire, communicatif, très bon pour la santé. Oh putain. Oh là 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 là, la misère. Bon. Donc, on va vous donner la définition des énergies libres, bien sûr. Donc, c'est quoi la définition d'une énergie libre? C'est tout simplement, en fait, quelqu'un qui exploite une ressource naturelle pour en faire de l'électricité. Bien sûr, le plus connu étant l'éolienne. Donc, justement, après avoir fait la définition, on va vous proposer différentes alternatives pour l'éolienne et aussi pour plein d'autres énergies. Donc, je vais laisser Gérard vous expliquer qu'est-ce que l'éolienne. À toi Gérard. Merci. Alors, bonjour tout le monde. L'éolienne vient du nom grec donné au dieu du vent qui était nommé Hélios. Bien. Donc, vous avez deux types d'éoliennes. Oh putain, on va pas s'en sortir, heureusement que c'est pas enregistré. C'est pas Hélios, c'est le soleil, Hélios. Ah oh putain. Hélios, c'est pour les panneaux solaires.
Je vais garder ça pour le bêtisier à la fin. Ça me fera le bêtisier. Je sais même plus comment il s'appelle le dieu du vent. Ça s'appelle Éole. Éole. Merci mon frère. Oula. Oh la vache. Dur aujourd'hui. Hier, c'était pas mieux. Bon, Mais qu'est-ce qu'on a fait à Éole pour que... Mais ça, il y avait du brouillard cette nuit, puis il est en train de se lever à peine, et donc il n'y a pas d'Éole. Ah là là.